Nous sommes live pour ce podcast donc avec Jérôme de Tichet. Bonjour. Bonjour Flo. Merci de me rejoindre pour donc le journal du Coin. On va discuter un petit peu de l'événement qui arrive, à savoir l'Ethereum CC qui va se dérouler Super, à Cannes cette année. c'est ça. Et il me semble que tu es un petit peu impliqué dans l'organisation de cet événement. Très, très légèrement comme chaque année, hein, mais ça fait toujours Voilà. plaisir d'en parler sur le journal du Coin. Vous êtes partenaire de l'événement depuis un moment, donc avec plaisir pour prendre vos questions et informer les auditeurs et lecteurs du journal du Coin, quoi. Bon, bah génial. Déjà, on va essayer de situer un petit peu qui tu es, Mhm. justement, par rapport à cet événement, et puis en général, ton rôle, ton boulot, voilà, ta passion peut-être pour les cryptos aussi. Si tu veux bien nous dire en quelques mots qui tu es, ton parcours. Yep, bah écoute, ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'écosystème. J'ai entendu parler de Bitcoin d'abord parce que je faisais un peu de recherche en économie. Je suis encore professeur associé au CNAM en économie. J'enseigne en master là, une matière qui est finalement, on parle de blockchain maintenant dans le master 2 dans lequel j'enseigne. Je me suis intéressé au mining. J'ai fait un peu de mining de Bitcoin, un peu de mining, j'ai fait du mining d'Ether ensuite. Et en 2015, avec un groupe d'amis, on a fondé Asset, qui est devenu Ethereum France. Le site Ethereum France a été fondé à peu près au même moment par Simon Polro et on s'est chargé de s'en occuper. Donc moi, personnellement, j'ai d'abord été passionné par le fait de faire de la monnaie sans banque centrale. Je trouvais que c'était une super innovation. Ça m'intéressait intellectuellement et pratiquement ensuite. Et après, professionnellement, puisqu'à partir de 2016, j'ai commencé à travailler à plein temps dans l'écosystème. Donc Ethereum France existe depuis officiellement 2016, mais officieusement 2015. En fait, on organisait déjà des meet-up pour parler de mining, pour parler de smart contracts, les premières relations avec quelques Français qui bossaient près de la fondation, tout ça. Et Ethereum France a commencé à organiser des événements assez majeurs. On a commencé par EdCon à Paris en 2017. Et les années suivantes, on a organisé ETHCC, donc 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et maintenant 25. C'est la neuvième fois qu'on fait un gros événement autour d'Ethereum avec Ethereum France. Et la neuvième fois qu'on le fait j'allais dire en France, mais en fait non, puisqu'on a fait Bruxelles l'année dernière, donc dans la francophonie. Et donc, je préside Ethereum France depuis sa création. Je participe à l'organisation de THCC en tant que président d'Ethereum France, quand je m'occupe d'une partie de la sélection des speakers, des relations avec les sponsors et de l'organisationnel un peu comme ça au jour le jour. Et côté pro, j'ai une entreprise qui s'appelle Comet, qui est un custodian et crypto-to-crypto PSAN. Donc, je prends des euros, je les change en crypto et je les mets sur des produits DeFi. Voilà ce que je fais dans ma journée au jour le jour, quoi, à part m'occuper de THCC. Top. Comet, ça me parle, mais ça me parle de vaisseaux spatiaux, moi. Yep, Euh, c'est ça. Initialement, on a eu une histoire avec du gaming. En fait, notre premier produit était un jeu vidéo qui était fully on-chain en fin 2020, début 2021. On était le premier jeu à être fully on-chain à l'époque. On est resté un gros consommateur de gaz sur Polygon de janvier 2021 à février, ouais, à juillet 2021. Et ensuite, on a séparé nos activités entre d'un côté un game studio qui produit des jeux et une boîte d'infra qui fournit une infrastructure de wallet avec tout le nécessaire pour suivre le cycle de vie des transactions. Et notre game studio a trouvé de l'intérêt ailleurs que chez nous. Donc on a eu plein de partenaires sur cette partie jeu. Et le jeu actuellement est en hiatus du fait de la réglementation Jonum en France qui peine à arriver. On a une réglementation en France qui encadre les jeux avec des objets numériques monétisables, donc jeux à objets numériques monétisables, qui est donc tout ce qui est jeu Web3. Et nous, contrairement à Sora ou Sandbox, on n'a pas vraiment l'arsenal juridique pour rester dans une zone grise là-dessus. Donc on attend avec impatience la publication des décrets pour savoir ce qu'on peut encore faire avec notre jeu.
Et on n'est plus les seuls investisseurs au niveau du game studio. Et en parallèle, Comet en fait distribuait l'infrastructure qui fait fonctionner Cosmic Battle, le jeu qu'on a publié avant de le couper à cause de la non-publication de Genium. Mais on retrouve notre savoir-faire et notre software dans des applications comme World, l'application de WorldCoin et de la WorldChain. On bosse aussi avec Gnosis dans leur dernier wallet qui s'appelle Metri. On a pu nous retrouver dans certaines expériences de la FDJ, de Lacoste, de Crédit Agricole aussi. Enfin, on a pu faire pas mal de trucs intéressants. Et comme on a bossé avec beaucoup d'acteurs qui sont réglementés ou qui sont proches de contraintes réglementaires, on s'est aussi spécialisé sur de la gestion de crypto en mode fully regulated. Et aujourd'hui, c'est une de nos activités principales, même si on n'est pas toujours visible en prime. C'est-à-dire, tu t'entends pas Comet, et Comet, ouais, c'est un custodial. On fait beaucoup de choses avec des custodians, soit en direct ou soit en directement, nous, avec notre infrastructure de wallet, quoi. D'accord, vous êtes plutôt sur du back office en fait. De Écoute, l'infrastructure, c'est comme en Formule 1, quand on n'entend pas parler du moteur, c'est que le motoriste fait bien son job. Donc, ouais, c'est nous, ça. on est content de notre position, quoi. Tout à fait et tu parlais, ouais, aussi, beaucoup de régulation. C'est vrai que tu évoquais le fait que vous êtes, PSAN et aussi peut-être, Yep. MiCA, vous Alors, avez, on est, je sais pas. on est un PSAN enregistré renforcé, qui est le niveau équivalent MiCA, et on D'accord. l'est depuis le 31 décembre. Et notre dossier MiCA est en cours d'instruction. On va peut-être louper le collège de juin, mais on espère passer en septembre ou en octobre. Voilà, un salut aux équipes de l'AMF et de la CPR qui font un super travail et qui doivent digérer énormément d'applications. Même si le nôtre étant déjà complet, avec les audits de sécurité qui vont bien et tout, normalement on est fast tracké. Mais bon, on fait la queue comme tout le monde pour avoir le, le tampon final, même si dans la situation d'enregistrer renforcé, on est déjà en mesure légalement d'aller adresser l'ensemble du marché européen sans contrainte. Mais c'est mieux d'avoir le tampon. Hey, vous êtes Mika, ça y est, quoi. Évidemment, évidemment. En tout cas, ça vous empêche pas de faire, l'Ethereum CC donc à Cannes, cette année. Vous C'est avez vrai, pas mais il y a besoin un bon, il y a un bon, il y a une bonne passerelle là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont pas Mika, figure-toi, qui sont pourtant des acteurs assez majeurs de l'écosystème crypto et qui se sont posés la question, est-ce que j'ai le droit de venir à l'ETHCC? Est-ce que j'ai le droit d'aller prendre un boost? Est-ce que j'ai le droit de me montrer? Est-ce que j'ai le droit d'envoyer des speakers? Est-ce que voilà, normalement, quand on n'a pas de Mika, on n'est pas censé faire de la recherche et l'acquisition de nouveaux clients en Europe. Et donc, ça a pu refroidir, en tout cas pas tant que ça, mais quand même un petit peu, ça a pu refroidir des acteurs qui se disaient, mais attends, est-ce que l'AMF va m'envoyer une lettre si jamais je sponsorise tel ou tel événement alors que j'ai pas encore mon Mika, quoi. Mm. Oui, surtout que je sais que, comment dire? Ils sont très, très précautionneux justement lorsqu'ils sont en demande et en attente pour Ouais, pas, mettre, justement, pour pas gêner les démarches et ne pas, venir contrarier les personnes qui, délivrent toutes ces autorisations. tout à fait, hein. Donc Tu as déjà oui, forcément, ouais. des interactions régulièrement avec ton régulateur quand tu es en instruction. Et si tu as un hack, si tu as un data leak, si tu as une communication qui est pas très heureuse alors que tu n'aurais pas dû la faire à cet endroit-là, avec cet ancien format-là, ça peut ralentir l'obtention de ta licence. Et c'est pour ça que là, les gens font attention, quoi. Évidemment. Et donc du coup, cette année, ça se passe à Cannes alors? Tout à fait, Ça se c'est passe ça. à Cannes, sur la Côte d'Azur, au soleil? Tout à fait. Alors, il paraît que en moyenne, c'est le plus bel endroit du monde en été. Alors je C'est pas du tout confirme, hein, je suis moi-même, sur la Côte d'Azur et c'est le cas, ouais. OK. Moi, j'allais assez peu en vacances, sur la Côte d'Azur, jusqu'à ces 3 dernières années où j'ai pu y aller quelques fois pendant l'été et le printemps. Je confirme que c'est absolument magnifique, mais on a choisi Cannes pour, énormément de raisons pratiques. Déjà, la ville de Cannes, a une stratégie, très agressive sur l'acquisition de festivals, et de conférences qui sont
à forte teneur technique. Donc, ils ont accueilli plusieurs sommets sur l'IA, ils ont accueilli des choses et d'autres sur le software, et ils se sont dit, en fait, c'est trop bien, on a l'opportunité de bosser avec une conférence blockchain qui est crédible et qui retourne chaque année. Donc, on va leur dérouler le tapis rouge, littéralement. Et ça s'est concrétisé avec bah déjà un syndicat des hôteliers était très proactif, qui nous a offert d'énormes réductions. Si vous cherchez, vous n'avez pas encore pris vos hôtels pour Cannes, allez voir sur le site de THCC. Il y a une rubrique accommodation et info pratique où on a des tarifs ultra négociés sur Cannes. Alors vous avez genre, des prix très intéressants sur des palaces, mais vous avez aussi des prix très intéressants sur des petits hôtels, hein. C'est possible de se loger pour une centaine d'euros par jour à proximité du lieu et tout. Donc ça, c'était top. Ensuite, la mairie nous a donné des dates qui sont vraiment belles, quoi. On est en fin juin, début juillet, donc on a, on a pu avoir accès à un super placement, disons, dans l'année. Et ensuite, nous, côté ETHCC, il faut savoir que la conférence grandit énormément chaque année. Donc, on était à la recherche d'un lieu où on était capable de grossir encore plus d'une année à l'autre. Et on voulait pouvoir passer au-delà des 10 000 personnes sans avoir forcément à changer de lieu. Donc, typiquement, le Palais des Festivals, ça permet de faire ça. Et enfin, ça permet de faire un truc qui est super pour les attendees. C'est que comme Cannes est relativement concentré, ça permet d'avoir tous les side events qui sont relativement accessibles à pied. Sachant qu'à HTC, il y a souvent plus de 600, plus de 700 side events. Donc ça devient, ça peut être dur pour les conférenciers d'avoir à passer des heures dans les transports ou des heures dans les Uber pour aller passer d'un truc à l'autre. Donc voilà, on s'est mis à Cannes pour toutes ces bonnes raisons. Pardon, j'ai essayé de partager l'écran pour montrer les etc. et ça a tout fait planter. Donc, ben, je partagerai pas. On verra peut-être, on mettra des incrustations, je sais pas. Ouais, tu Euh, pourras partager le lien, ça s'appelle ethcc/accommodation, comme ça se ouais. prononce, ethcc.io/accommodation. Et si vous voulez retrouver le site, dans la nomenclature du site, c'est dans Practical Info. Vous arrivez sur Accommodation. Et de toute façon, quand vous achetez votre ticket, on vous envoie toutes ces infos par email pour vous dire c'est facile, regardez, allez voir ici, allez voir là, quoi. Oui, donc tu me disais qu'avec les hôteliers de la ville de Cannes, donc vous aviez réussi à avoir des super tarifs et ça permet de booker un séjour pour pas très cher par rapport à ce qui peut se pratiquer d'habitude, quoi. Ouais, alors on arrive à avoir le meilleur de la Côte d'Azur à un prix défiant toute concurrence à cette époque. Voilà. En fait, pour nous, c'est très pratique parce qu'on est capable de grossir d'une année à l'autre, sachant que les autres années, on était limité, on devait parfois changer de lieu. La maison de la mutualité, par exemple, on avait vraiment atteint le plafond. Et si on voulait aller dans les 7-8 000, voire plus de 10 000 plus de 10 000 attendees à Paris, on était obligé d'aller choisir des lieux comme tu vois, le Palais des Congrès ou des trucs vraiment énormes où là, il y a un saut, on passe pas de 8 000 à 10 000, mais on passe directement de 8 000 à 20 000, 30 000, 40 000. Donc, Cannes nous permet d'avoir un peu plus de buffer là-dessus. Et donc, ouais, garder la conférence quand même accessible. C'est-à-dire que quand vous êtes en France, bah, prenez le train ou prenez l'avion, ça reste des tarifs intéressants. Il y a des vols low cost, il y a des trains qui sont capables de vous amener là-bas, du Blablacar et tout. Donc en fait, y aller, c'est pas trop compliqué. Et ensuite, sur place, les hôteliers nous permettent d'avoir des tarifs quand même très intéressants. Donc c'est pas difficile de se loger pour une centaine d'euros par nuit dans Cannes. Et le billet de la conférence augmente quasiment pas. On est à 500 euros pour les 4 jours avec le petit déjeuner, le déjeuner, le 4 heures et un peu l'apéro. Et puis, vous pouvez toujours trouver des side events où vous avez la nourriture et la boisson incluses. Donc, c'est pour toutes ces bonnes raisons qu'on s'est bougé à Cannes et on a tous les signaux qui nous indiquent qu'on a bien fait de le faire, même si initialement le départ à Cannes avait été un peu reçu, genre, what? Faites une conférence non-profit à Cannes? Bah, si, c'est possible, on peut le faire. Et là, on a vraiment hâte d'y être, quoi. Bah, après, j'ai envie de dire que le contexte de la ville de Cannes, c'est vraiment une ville qui connaît, on va dire, son sujet concernant tout ce qui est les festivals, forcément, avec Festival du film, avec tous les side events qui vont avec, etc. C'est vraiment quelque chose qu'ils maîtrisent maintenant
depuis les années, depuis vraiment de nombreuses années. Toi, Et, tu as déjà fait un festival à Cannes? moi, Ouais, oui, moi je suis déjà allé me balader au Festival de Cannes, ouais. bah voilà. Même, Et bon, c'était après, top. même dans des vies antérieures, j'y ai même travaillé, mais Ah, c'est ok. une autre. Donc ça n'a Ça pas n'est été ça trop n'est pas le compliqué de convaincre le journal du Coin d'envoyer des gens à Cannes, quoi. Non, 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 bien sûr. Et puis franchement, enfin, franchement à cette période de l'année, ça va être très chouette, quoi. Si le temps est avec nous, l'endroit Il y a pas de raison, hein. est top. A priori, Cannes début juillet, l'anticyclone fait que, On est plutôt tranquille, ouais. au pire, la mer est un peu agitée, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est plus, le festival du film, lui, il a plus de soucis, en général, il y a toujours une ou 2 soirées un peu pluvieuses, Yep. mais non, non, ça va. Et puis, je sais, on va faire en sorte qu'il fasse beau, d'accord? On va faire jouer nos contacts. Et, heu et aussi tu parlais, effectivement, de restauration et tout ça. J'ai entendu là dans l'interview que tu as pu faire avec, Blockchain Addict, je fais un petit coucou à Mag et à Antoine, qui font partie aussi de l'équipe du JDC. Et vous avez parlé un moment de la cafétéria. Il paraît que c'est un endroit assez, important, un cœur névralgique. Bah, en fait, chacun, chaque profil de visiteur a un peu ses habitudes en conférence, quoi. Évidemment, quand on faisait les premières éditions d'ETCC où on était, enfin, pour Redcon, on était 250, quoi. Donc là, c'était très ramassé sur des profils ultra techniques qui venaient assister à principalement. Enfin, il y a toujours beaucoup de conférences très techniques dans HCC, mais il y a beaucoup aussi de conférences plus grand public, plus ouverture ou plus présentation de ce qui vient sur des grands protocoles, quoi. Il y a des gens qui viennent pour faire du business, des gens qui viennent pour rencontrer, des gens qui viennent pour interviewer, des gens qui viennent pour chercher un boulot, pour se tenir au courant de ce qui se passe. Et donc chacun a sa façon de faire la conf. Alors moi j'aurai un boost avec avec mon équipe, donc je vais être souvent à mon boost pendant les journées où on est sponsor. Mais clairement les gens qui viennent pour rencontrer du monde, passer du temps avec la communauté, voir leurs amis, les gens qui voient toute l'année sur StreamYard, sur Discord et sur Telegram, bah tout d'un coup ils sont tous au même endroit au même moment, quoi. Donc là on se retrouve à la cafette, quoi. Et alors dans le palais des festivals, il y a la gigantesque terrasse qui donne sur les marinas et la plage. Et évidemment, on a mis des choses là-bas, quoi. Donc ça va être un. Si vous venez pour le café, si vous venez pas pour les speakers. C'est sûr, ça va valoir le coup. Et tu évoquais un petit peu les profils des personnes qui vont se présenter donc, sur l'événement. Concrètement, tu penses que l'ETCC, ça se destine, à quel, profil, principalement? Et peut-être aussi, question subsidiaire, est-ce que tu saurais définir, quelques différences, en fait, avec, les autres, événements majeurs, qu'on connaît en France, le Paris Blockchain Week, Surfing Bitcoin, enfin, est-ce que vous avez un petit peu, des particularités, Bah, déjà, on est souvent un ou deux ordres de magnitude plus gros, souvent un ou deux ordres de magnitude moins cher. Donc, en fait, la conférence est beaucoup plus ouverte à l'extérieur parce que tu vois un événement très corporate. Alors, j'en prendrai une capacité. Tu vois, Token 2049. Tu vas payer quelques milliers d'euros, voire plusieurs milliers d'euros si tu es en retard pour avoir ton ticket, quoi. Donc c'est pas, ça limite quand même pas mal les gens qui peuvent y aller, parce que c'est un gros budget tout de suite d'y aller. Nous, on s'est rendu compte d'année en année qu'il y avait beaucoup d'équipes qui débarquaient en masse, c'est-à-dire qu'ils envoyaient tout le monde d'un coup. Ils envoient l'équipe marketing, l'équipe business, l'équipe ingénierie, l'équipe support, et puis tout le monde y va parce qu'on est une quinzaine, parce qu'on est une vingtaine et que ça va, on peut prendre deux, trois Airbnb et se faire son team retreat à ce moment-là. Souvent beaucoup de teams qui étaient centralisés. Il y avait souvent dans notre écosystème purement Web3 une des phases d'acculturation pour les gens qui étaient pas natifs de la blockchain et qui voulaient rencontrer la communauté. Et HCC était souvent pris comme raison par les dirigeants de dire, OK, on va tous se retrouver.
Si vous avez jamais vu à quoi ça ressemblait notre écosystème, bah voilà, ça ressemble à ça, quoi. Et progressivement, avec la maturité de l'industrie, on a des corporates tout à fait classiques qui ont commencé à se dire, bah ouais, en fait, moi je suis, je sais pas, enfin, je vois, on a S&P Global qui envoie son Head of Web3 dans la conférence. Bah, en fait, ouais, ils ont une équipe Web3 et ils se sont dit, où est-ce qu'on va rencontrer le reste de l'écosystème? On va le rencontrer là, quoi. Donc c'est assez naturellement que les gros corpos Web3 qui commencent à se mettre en Web3 sont venus chez nous. Et aujourd'hui, on positionne la conférence comme le rendez-vous de l'année, quoi. C'est-à-dire, vous avez vos annonces à faire, vous avez vos gros releases à faire, vous avez vos gros annonces de recherche qui arrivent à maturité, vous voulez en parler, vous avez des releases de produits qui arrivent, vous voulez en parler, vous avez des présentations sur des grandes évolutions que vous êtes en train de prendre, bah, parlez-en ici. Et profitez-en parce que en fait tout le monde est ici au même endroit. Vous pouvez emmener vos techs parce qu'ils vont rester le week-end pour faire un hackathon. Ils vont se mettre au courant des dernières choses qui seront en développement, en sécurité, participer à des workshops, faire un peu de formation en même temps. Et pour les nouveaux qui viennent de rejoindre votre équipe et qui sont pas dans l'écosystème Web3, bah, en fait vous les mettez littéralement dans le bain pendant une semaine, quoi. Donc c'est rare qu'on ait juste une ou deux personnes d'une équipe qui viennent. Ouais, ça, c'est le cas parce que, je sais pas, par exemple, on a des Asiatiques qui viennent, bah, c'est un peu loin de venir de l'Asie. Aux US, ils arrivent bien à se déplacer, les Nice, Nice-New York, ça se fait en direct. Et en Europe, c'est très commun que, en fait, ouais, ils prennent un avion low cost et ils envoient 7-8 personnes de l'équipe, pas forcément que les personnes techniques, mais juste au même endroit, quoi. Et c'est chouette en plus d'avoir cette diversité. Alors du coup, ça aide pas forcément à faire des événements très ciblés à très grosse marge. Par exemple, si on faisait la conférence pour les CFO des Web3. La CFO Blockchain Conference, on essaie d'inviter que les CFO, les gens qui s'intéressent à la fiscale, à la compta dans le Web3. On fait des tickets ultra chers avec des trucs hyper ciblés, que des panels. Comme ça, personne n'a pas besoin de partager, de préparer quelque chose en avance. Et on fait payer très très cher les billets. Ouais, on aurait une conférence avec 500 personnes, que des CFO, et puis voilà, ce serait ultra rentable. Mais comme Ethereum France est une association à but non lucratif, loi 1901, et qu'on essaie d'être très holiste dans notre approche de la conférence et du message qu'on transfère à l'ensemble de l'industrie, bah, c'est pas du tout notre position, quoi. On fait un festival de la blockchain pour tout le monde, quoi. Et c'est pour ça qu'on prend pas non plus que des talks Ethereum, même si évidemment, ayant Ethereum dans le nom de la conférence, on a un petit biais. Il y a des talks sur Bitcoin, il y avait des talks sur Monero l'année dernière, il y a des talks sur Tezos, sur Ripple peut-être cette année. Enfin, voilà, on est un festival qui accueille tout le monde qui fait des choses sur la blockchain. D'ailleurs, en parlant justement de conférences et de talks, tu as peut-être, quelques noms, de personnalités, intéressantes qui vont, se présenter, sur l'événement et qui, vont Ah. animer peut-être quelques panels ou des Alors, on a thématiques? une particularité qui est de ne pas faire de panel. Voilà, déjà, les gens qui viennent à HCC, ils viennent pour présenter quelque chose. Donc, c'est toujours des talks d'une vingtaine de minutes. Cette année, on a une particularité qui est fait qu'on ouvre des démos de 10 minutes. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens se faisaient reject, puisque, en fait, ils faisaient une application pour devenir speaker. Et puis, ils disaient juste, bon, en fait, je viens faire la démo de mon super produit. Et parfois, les produits étaient vraiment top. Le speaker était tout à fait legit, avec plein de talks par le passé. Il voulait juste montrer ce qu'il faisait, quoi. Donc, on a une track démo. Donc, si vous voulez juste voir tout ce qui se passe sur la blockchain, en fait, il y a des choses qui se passent sur la blockchain. Il y a des gens qui développent des choses et qui les mettent en production. Bah, on a une track spéciale avec tout ce qui est release là-dessus en vrac, quoi. Maintenant, moi, j'ai pas encore fait mon agenda. Donc, si on va sur Ouais. HTC Agenda, on peut aller regarder tous les talks qui sont chaque jour et se faire sa propre sélection. En in situ, j'ai un peu de mal à passer du temps dans les salles parce que bah, il y a toujours un petit truc, un petit problème à régler, un petit problème ici, quelqu'un qui veut me voir par là. Je dois tenir mon boost aussi un jour ou deux. Donc j'ai pas le temps de tout voir, mais je me tape de faire ma petite sélection de talks et de l'ajouter à mon agenda. Si jamais je suis devant la salle à ce moment-là et je peux y aller, ne serait-ce que pour regarder les talks dans la foulée le week-end qui vient.
Euh, alors, je veux pas, pour tous ceux qui nous écoutent et qui viennent speaker, désolé si je vous cite pas comme ça, comme speaker qu'il faut absolument voir et tout. Mais disons on a les usual suspects. Il y a Vitalik qui vient chaque année et qui sera là cette année aussi. Le nouveau directeur exécutif de la fondation Ethereum, Thomas, va faire un talk aussi sur sa vision pour 2026 et 2027, avec les directions que prend la fondation là-dedans. On a S&P Global qui envoie Andrew O'Neill. Donc on a vraiment du top speaker de TradFi aussi. Vous allez retrouver les fondateurs de OneInch, vous allez retrouver Sergey de Chainlink évidemment. Le fondateur de NIR sera là aussi. Il y a Ella, il y a Stani de AV qui vient parler du release de la V4 de AV. Un projet qui me tient à cœur puisqu'on développe des choses avec eux du côté de ma boîte, Gnosis, avec Martin Koppelman qui vient parler des évolutions de Metri et de Circle, leur Universal Basic Income. Euh, il y a la team Polygon qui historiquement vient en masse et ils reviennent en masse encore une fois. Il y a des gens de OneChain, il y a les gens de Pimlico pour ceux qui s'intéressent à la carte abstraction, qui est un des sujets qui me plaît beaucoup en R&D et en production. Donc on a le fondateur de Pimlico, Christophe Gazzo, qui sera là. Etc., etc. Quoi. Enfin, en C'est fait, déjà beaucoup, ouais. il y a pas de studio qui est pas C'est- représenté, il y a très peu de chaînes qui envoient personne, il y a très peu de gros projets qui envoient personne. Il y a beaucoup de talks de Uniswap au point qu'on a dû en refuser parce que c'était la foire, la foire. Mais bon, voilà, on a 400 personnes qui speak grosso modo et on reçoit plusieurs milliers d'applications. Et c'est bah, c'est impressionnant de voir autant de monde, entre guillemets, qui quelque part peuvent aussi se présenter comme des concurrents, d'une certaine manière, mais qui se retrouvent là et discutent ensemble. J'imagine qu'il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de finalement d'interopérations qui se font en direct. C'est un petit peu un objectif aussi on-chain d'arriver à cette interopérabilité, mais finalement l'interopérabilité la plus simple finalement c'est peut-être de discuter de vive voix et en tête à tête et de faire avancer les choses. Donc C'est vrai que la partie concurrence de l'écosystème est assez, et pas forcément facile à apprécier là-dedans parce enfin, c'est un écosystème où il y a beaucoup d'open source. Donc, tant que c'est pas open sourcé, ça peut pas être audité, ça peut pas être vérifié. Mais une fois que c'est open sourcé, tout le monde va le reprendre, tout le monde va l'intégrer et faire le choix, quoi. Tu vois, mais c'est là aussi qu'il y a il y a des succès d'estime, des succès des succès commerciaux qui peuvent se dessiner, quoi. On être les premiers à sortir les endpoints de MEV, par exemple. C'est important de l'annoncer à HTC, de le présenter et tout ça. On a des gens de Flashbots qui viennent d'ailleurs à HTC là-dessus. Et puis ça permet aussi de découvrir d'autres écosystèmes qui sont adjacents à Ethereum. Tu vois, Arthur Bretman de Tezos vient parler des L2 VM et des problématiques qu'il y a sur la finalité. Donc on est et n'étant pas une conférence commerciale, encore une fois, on vous ça êtes parce un peu qu'on la croisée prend des chemins. voilà, c'est même si on prenait, je sais pas, si on prenait Ripple en top sponsor, on recevrait pas d'ordre de Ripple pour dire attendez, vous prenez personne, vous prenez pas les gens de Canton Network qui veulent manger sur nos plates-bandes sur la partie B2B. Je sais pas s'ils le perçoivent comme ça, quoi, mais en fait, on n'a pas Oui, oui, de. bien sûr, mais j'imagine que ça fait partie des choses qui se demandent sur d'autres événements où effectivement, comme tu dis, il y a des sponsorings importants qui se mettent en place et où il y a forcément des contreparties. Euh, Peut-être aussi que le fait d'avoir l'étiquette justement Ethereum, ça calme aussi un petit peu toutes ces velléités, quoi. Puisque au final, il y a un genre de chapeautage global par le grand frère Ethereum sur tout Le grand ça. frère était. Je sais pas, moi, je le dis comme ça, je sais pas si ça a trop de sens en tout cas, Regardez, mais Ethereum, ils sont gentils. Voilà, vous pouvez venir. voilà.
Ils vont bien s'occuper de vous. En tout cas, sur l'événement, j'imagine qu'on va bien s'occuper de nous, ça c'est sûr. Et tu parlais donc, oui, effectivement, de tout ce qui est talk, et cetera. Tu parlais aussi de développement. Est-ce que vous avez aussi toute une partie, peut-être justement, encore plus technique autour de hackathons, autour de choses comme ça? Alors, il y a dans l'agenda d'HTC, il y a des talks qui sont en main stage avec 1600 places ou en seconde main stage avec 500 places. Euh, c'est pas le type de salle où on va faire une présentation sur les dernières optimisations de Plonky, quoi. On va pas envoyer des gens sur des sujets hyper pointus, zero knowledge, avec le dernier papier qui a été publié par je sais pas qui sur le sujet, quoi. En revanche, il y a des plus petites salles qui touchent un public qui aime beaucoup ces choses-là et qui en plus se permet d'avoir du contenu rediffusable par la suite et consultable par la suite. Donc on joue sur la diversité des salles pour avoir du contenu qui peut intéresser tout le monde, du moins technique au plus technique, quoi. Donc il y a toujours eu et il y aura toujours à HTC des chercheurs qui n'ont pas vraiment d'étiquette, peut-être ils viennent de l'université, peut-être ils sont indépendants et en fait ils viennent présenter leur papier de recherche et les applications parce que dans notre lecture de ce qu'ils proposaient, ça a beaucoup d'intérêt pour l'industrie. Donc on continue à avoir des talks hyper techniques où voilà, des petites optimisations sur du calcul matriciel en blockchain, des trucs comme ça. Voilà, on fait ce genre de talk. Donc quand on vient pour du contenu technique, on va en trouver à HTC. Mais il y a aussi des workshops où des gens présentent comment faire ce truc. Alors, comment faire un audit avec ce genre d'outils, comment vérifier ce genre de choses. Bah, en fait, il y a une workshop pour ça. Une workshop pour laquelle, si vous vouliez former vos équipes à ce sujet auprès des plus grands experts de ce sujet, vous paierez certainement plusieurs milliers d'euros pour avoir ce genre de formation dédiée. Bah là, vous les avez sur place dans des salles assez grandes et vous avez des experts qui vont vous le présenter. Donc c'est un truc qui est très apprécié par les développeurs qui viennent à HTC, de pouvoir avoir accès à ce genre de workshop. Et ensuite, avant et après HCC, il y a des événements qui s'organisent autour de hackathon. Et donc, historiquement, on a toujours bien travaillé avec Ed Global, hein, qui est un organisme qui organise des hackathons et qui en fait un encore cette année, juste après HCC. Donc, HCC se termine le jeudi. Le jeudi soir, c'est fini. Moi, je boirai une petite coupe de champagne pour fêter la fin de l'événement. Et le lendemain matin, je sais pas quelle heure, dans le même bâtiment. Je crois que c'est pas exactement le même bâtiment. Ils prennent pas tout le bâtiment, ils prennent une partie du bâtiment, je crois. Ah, je crois que si je dis une bêtise, on va me disputer. Mais en tout cas, L Global organise un hackathon juste après à Cannes. D'accord. Et peut-être, je sais pas, ou alors me donner des informations sur comment y participer, ou alors Absolument. Bah, je vous envoie vers le site de Ed Global. Alors attendez, je vais peut-être même partager le site dans la Ed Global Cannes. Voilà, en vous pouvez. espérant que ça fasse pas bugger l'enregistrement. Non, je le mets dans le chat, tu pourras l'incruster. ethglobal.com/events/Cannes. Oh là là, et leur visuel est vraiment super beau. Franchement, ils se sont donné du mal, quoi. 300 000 dollars de prize available pour construire des choses sur Layer Zero, Flow, One Inch World, Oasis Protocol, etc., etc. Avec un angle en plus assez cross-chain. Alors, je ne sais pas si mon équipe technique perso va y participer, mais moi je trouve qu'il y a des super sujets à explorer si vous êtes dans l'industrie et que vous voulez avoir l'occasion de participer juste à l'event en se disant, tiens, en fait, on a toujours eu envie de faire, de travailler un petit peu en R&D sur les, l'identité, sur la data availability, sur des applications crypto consumer. Enfin, il y a tous les thèmes qui sont proposés. C'est une bonne occasion de rester après le week-end pour hacker sur ce sujet, quoi. En plus, il y a quand même pas mal de prix, hein. 300 000 dollars, c'est un bon aide global, quoi. C'est un de leurs plus gros, je Bah ouais, pense. c'est une chouette enveloppe là. Ouais. C'est quand même. Alors, c'est pas 300 000 pour une personne, hein. Je crois qu'il y a des thèmes. Non, 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 Vous mais pouvez, même si si ça se vous êtes partage. premier sur l'utilisation de Circle, vous pouvez probablement, sous les 10 000, avoir un bon 3 4 000, je pense. Ouais, Voilà. ouais, c'est chouette.
Une Et façon de justement, rembourser son voyage, quoi. complètement. Ça se Et passe bien au Palais des Festivals. OK, j'ai pas dit de bêtises. top. Tu disais, ouais, par rapport justement au fait que donc ce hackathon, il se tient après donc l'événement du ETCC. Et Ouais, en fait, je sais que bon, l'ETCC, évidemment, c'est l'événement, mais c'est aussi tout ce qui se passe autour de l'événement. Il y a beaucoup de side events qui se mettent en place pendant toute la période. ouais. Est-ce que c'est comment dire? Est-ce que c'est pas aussi une manière peut-être de découvrir justement d'ailleurs, tu l'évoquais tout à l'heure en disant que potentiellement il y avait moyen d'aller boire un coup et manger un morceau sur ces événements. Est-ce que moi je pense que ça fait partie un petit peu aussi de la dynamique des événements d'avoir toutes ces comment dire, toutes ces rencontres qui se sont un peu plus informelles peut-être. Est-ce que tu sais combien il y en a peut-être qui sont annoncés autour de l'ETCC? Non. En revanche, je pense qu'il doit y en avoir. Bon, Alors, de toute je façon, sais qu'il y en a. il y a plein de Dis-moi. façons il y a plein de façons de les compter. Ouais. Même c'est même devenu un business de les compter et de les afficher. Heu, c'est Moi, je un sais que, en tout cas, bon, clairement, tous les soirs et même tous les jours, il y a moyen de justement sortir un petit peu des conférences, etc. Peut-être pour découvrir justement des protocoles qui n'ont pas forcément pris de stand sur place, peut-être des protocoles un peu trop petits ou qui ont envie de faire leur truc à eux un peu différemment. Et, et donc, du coup, c'est aussi, comment dire, la ville de Cannes, en fait, a mis en place pas mal de choses justement pour pouvoir accueillir tout le monde, l'ETCC, puis tous ceux qui viennent un petit peu autour. Et au niveau justement de la ville de Cannes elle-même, tu disais que c'était une ville qui était très pro crypto quelque part. Mmh. Le maire de Cannes, c'est David Lisnard, c'est ça? Tout à fait, ouais, ouais, c'est ça. Donc oui, je sais que les commerçants, par exemple, ils se sont déjà mis un petit peu au diapason Bah, disons de la crypto. ouais, disons que politiquement, il commence à y avoir vraiment un sujet, à prendre, ou en tout cas une position à prendre, sur la partie crypto pour les politiques. Heu, la plupart se sont exprimés, complètement contre en surfant un peu la vague initialement de, «La crypto, c'est pour le terrorisme et le blanchiment d'argent, ah, c'est horrible» et ont pas changé de discours, depuis, 2017, quoi. Mais il y a quelques politiciens Facile. qui se sont rendus compte que c'était un facteur d'innovation énorme, que les grands pays riches commencent à s'y mettre très très fort. Nous, on va juste rester sur le côté, encore une fois. Donc, David Lisnard fait partie des politiciens qui dit ouais, en fait, quand c'est utilisé correctement, quand c'est fait correctement et dans les règles, c'est hyper bien comme innovation. Il n'y a pas de raison que, ayant plein de fondateurs hyper forts dans l'écosystème et plein de forces vives qui s'y intéressent, on mette pas ça au goût du jour, quoi. Donc il l'a traduit dans sa ville en essayant de former former, d'inciter les commerçants à l'utiliser. Donc on a eu l'occasion avec Ethereum France de venir parler aux différents syndicats des commerçants en février. On avait 4000 commerçants devant nous et enfin, quand on débarque dans un environnement qui est pas crypto-friendly ou crypto-natif, en général, on demande, bon, qui est-ce qui ici a un wallet ou qui est-ce qui a déjà utilisé de la crypto? Et là, on se retrouve avec un bon 30%, un bon 40% qui sont déjà équipés. D'accord. Ça fait plaisir. Il y a des stickers crypto accepted here dans la ville. Sur les Et vitrines il des y a, magasins. Ouais. ouais, et il y a plusieurs startups locales qui font des choses sur le sujet, notamment avec des TPE qui facilitent la chose aussi. Donc c'est chouette de voir ce dynamisme et cette crypto perméabilité déjà qui est déjà très en place côté Cannes, quoi. Alors je sais pas à quel point quand on organise un side event, on peut leur dire oh, en fait je voudrais payer en crypto. Je pense que ça se discute. Mais en tout cas, c'était déjà un point super positif quand on a vu un peu comment Cannes se mettait à cette nouvelle révolution industrielle.
Et du coup, en fait, avec donc cet intérêt par la ville de Cannes, est-ce que vous avez eu aussi des contacts avec peut-être des personnes plus des institutionnels, peut-être des officiels, gouvernements, etc. Est-ce qu'il Tout y a à des fait. gens qui Alors, vont venir vous voir? il y en a plusieurs qui viennent, plusieurs chefs de gouvernement, plusieurs têtes couronnées et plusieurs ministres ou dirigeants de grandes institutions financières. Ils n'ont pas encore été annoncés officiellement, donc je peux pas les cafeter. Mais vous allez Les croiser des têtes cités? connues dans votre ici. Ouais, Comme, enfin, quoique les années précédentes, c'était plutôt des députés d'accord, qui passaient la tête. Là, on a du ministre et du dirigeant de gouvernement, quoi. Donc enfin, et des chefs de gouvernement. Donc c'est chouette. Il y a plusieurs top. pays qui sont très proches de Cannes, pour lesquels c'est très facile d'aller à Cannes et qui donc envoient des délégations, quoi. Complètement, complètement. C'est vrai qu'on n'est pas loin de l'Italie, on n'est pas loin de Monaco non plus, qui, quelque part, c'est la France, mais pas vraiment. Donc, ouais, ouais, non, mais c'est sûr que ça peut permettre en tout cas aussi d'avoir ce mélange entre justement des officiels, qui vont peut-être encore un petit peu mieux découvrir, ce qu'est l'écosystème justement de la blockchain, et se faire des idées un petit peu plus précises qu'effectivement les rapports dont tu parlais, tout à l'heure, qui au départ ont été complètement, centrés sur le côté, néfaste, nocif, dangereux, et leur faire découvrir que, ben, en réalité, c'est une technologie et c'est un outil et on serait un peu bête de pas s'en servir, vu tout ce que ça apporte. En fait, c'est de dire, Euh, je crois qu'il y a il y a pas encore eu la réalisation d'à quel point on est à la masse, en retard, et on a pris le sujet complètement à l'envers côté européen. À un moment, le déclic va se faire, quoi. On voit les IPO qui ont lieu aux États-Unis aujourd'hui, dans Circles déjà. Enfin, voilà quoi. Je pense qu'il y a d'autres grosses boîtes de l'industrie américaine qui vont IPO encore et qui vont avoir des super valorisations. Donc il y a un moment, ils vont commencer à se dire, mais attendez, il se passe vraiment quelque chose? C'est vraiment legit? ouais, Et le moment où ils vont réaliser ça, ils vont dire, mais alors les stablecoins, c'est comment ça marche? Ah, ils sont tous américains, ils sont tous imprimés par les Américains. Ah bon, d'accord. Mais vous savez, on a des choses à faire en France. Bah oui, regardez, on a Sora, on a Ledger, comme entreprises qui ont fait des belles choses, Kaiko et tout. Ah bon, on avait ça. Oh là là. Moi, il est quand même assez urgent d'être un peu plus pro crypto et être un peu plus porter un peu plus haut le drapeau côté crypto. Mais n'empêche, ouais, enfin, c'est pas possible aujourd'hui quand on est un politicien ou un membre d'une grande agence de régulation de pas s'intéresser au sujet et de pas avoir un discours construit et une certaine compréhension du sujet, quoi. Et tant mieux que les autres pays font le boulot, quoi, pour mettre ça un peu devant le fait accompli, quoi. En fait, ouais. Et vous avez le THCC qui se passe chaque année en France et qui attire des gens de partout dans le monde, Asie, États-Unis et tout ça, et tout le temps, et tutti quanti, quoi. complètement. Et pour conclure un petit peu cet entretien, est-ce qu'on peut encore prendre des tickets? Ouais, tout à fait. Tout à fait. En fait, chaque année, on augmente de 20, 25 à 30% la capacité du lieu. Donc, il y a les billets journaliers ont été sold out. On a trouvé un moyen d'en remettre un petit peu. Donc, il y a encore quelques billets journaliers et il reste quelques billets aussi pour les 5 jours. Voilà, je garantis pas qu'il y en aura jusqu'au dernier moment. Donc, tardez pas trop si vous avez l'intention de venir. Et surtout, si vous venez pour des side events, louper le main event, c'est quand même dommage, quoi. Vous allez passer à côté de quelque chose et vous allez rester à côté de là où toute l'action se passe, quoi. Donc, Bien sûr. Disons que le main event, c'est quand même la raison d'être de l'événement. Et c'est vrai que c'est là que les choses se passent. Après, les side events, c'est bien, on va dire, pour donner, c'est en side, ça porte bien son nom. pour donner quelques chiffres, on était à 6500 l'année dernière
Et cette année, on a un peu plus de 8000 places, avec, probablement un petit peu moins de side events. En fait, c'est plus difficile de les compter parce que les années précédentes, en fait, on a accepté tout le monde sur le site principal. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de scams qui se listaient comme side event, qui à la fin renvoyaient sur des trucs un peu bizarres. Donc côté side event qui sont listés sur HCC, le site principal, bah il y a que des trucs qu'on a bien vérifiés. On a fait vérifié que le side event existait vraiment, que la boîte derrière était une vraie boîte et tout. Après, sur Luma, il y a toute une liste de side events spéciales side events. Sur Serotonin, ils font leur liste aussi. Sur CryptoNomad, ils font leur liste aussi. Sur Telegram, vous pouvez voir passer des listes de side events sur des Excel. Bon, voilà, il y a vraiment de tout. Oui, oui, bien Euh, sûr, bien sûr. Il y en a pour tous les voilà. goûts. Et en tout cas, c'est clairement un événement qui mérite d'être découvert. Si vous avez l'opportunité et l'occasion de venir sur Cannes à la fin du mois de juin et pour quelques jours. En plus, avec les opportunités dont tu as parlé au départ, avec les hôtels, etc., vous pourriez même avoir un séjour bien moins cher que si vous descendiez en simple touriste. Mhm. Donc, il y a moyen quand même de bien profiter de la Côte d'Azur si jamais vous avez envie de passer un moment et que vous êtes passionné de crypto, sans même que ça soit forcément votre travail ou sans même avoir de projet crypto, on va dire particulièrement et abouti. Ça peut valoir le coup et bien évidemment, bah, si vous êtes professionnel et que vous cherchez à établir des contacts, ça va forcément Ouais. être the place to be. Ça, c'est immanquable, hein. Si vous avez quelque chose à vendre, quelque chose à acheter, il faut venir être ici, hein. Ouais. On parle bien de crypto, hein. Oui, de crypto, j'entends. Ok, bah écoute, Jérôme, je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'ai peut-être oublié quelque chose. On se dira. Non, en résumé, prenez vos billets si vous ne l'avez pas déjà fait. Essayez d'aller booker sur hcc.io accommodation dans les infos pratiques du site. Il y a vraiment des prix qui sont très très négociés là-dessus. N'oubliez pas, on peut descendre jusqu'à Cannes en voiture. Il y a des covoiturages qui se sont organisés très bien si vous avez un budget serré. Le train, ça marche bien aussi. Et ensuite, sur place, tout se fait à pied. Donc, vous allez passer un bon moment. Oui, c'est aussi Voilà. l'intérêt, c'est l'intérêt d'être à Cannes. C'est quand même pas la même taille qu'une ville comme Paris ou même Bruxelles. Donc, Ouais, c'est un truc que les gens se rendaient pas forcément compte. Ouais, 100 euros la nuit, je peux trouver ça aussi à Paris. Alors, 100 euros la nuit en juillet, même en Airbnb, c'est quand même rude. Et on finit à une porte du périphérique ou au-delà du périphérique, quoi. Donc à chaque fois, c'est 40 minutes, 50 minutes pour rendre sur place. Là, on a vraiment essayé de faire en sorte que si on venait des États-Unis ou si on venait du fin fond de l'Europe, avoir un budget de 1000 euros pour la semaine, on doit pouvoir à peu près s'en sortir. Ça doit être la base de la base. Mais sur Paris, c'est beaucoup plus cher en fait. Donc voilà, on va montrer. On est aussi assez content de montrer la Côte d'Azur à l'écosystème crypto. En fait, regardez, il y a ça en France et ah ouais, ça pensez s'y à ça prête, l'année hein. prochaine, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis bon, je veux pas dire, hein, après c'est un peu chauvin, mais c'est tellement mieux la Côte d'Azur que la région parisienne. Voilà, Voilà. Bah, écoute, je conclurai des là-dessus. super conférences comme Surfing Bitcoin ont montré qu'une petite conf en bord de mer, c'est super pour les échanges, pour se poser, pour réfléchir, pour interagir d'une façon un peu différente. Et bah là, vous allez avoir side event compris et personnes qui sont juste curieux et qui viendront pas à la conférence compris. On devrait avoir une bonne dizaine de milliers de personnes sur place, quoi. Donc, vous allez croiser des gens qui connaissent la crypto partout en Cannes, quoi, pendant une semaine. Voilà. Cannes va vivre au rythme de la crypto pendant 5 jours, au moins, Fait. voire plus si on compte les hackathons après. Bah, Voilà. c'est Bah alors, génial. rendez-vous à la fin du mois. Rendez-vous à tous. Et puis voilà, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et puis on se voit bientôt. Bye bye. Allez, à bientôt. Salut.